je m'en rappellerai toute ma vie. J'en ai encore la chair de poule. Il nous a donné une leçon de vie à tous. Et il a dit, je veux que Carole soit présidente de la maison. J'avais dit, je suis incapable de faire ça. On est seul. Le problème, il est là. Quand vous avez vraiment une décision à prendre, il n'y a personne. Le pire, c'est de se dire, est-ce que je ne fais pas une erreur ? Tu reprends l'entreprise après le décès brutal de ton mari. En te retrouvant entouré de 3 enfants, tu diriges alors plus de 140 salariés. Il n'était pas encore enterré, que j'avais déjà 3 propositions. J'ai été en justice et tout, et on m'a demandé de la prison. On a tout perdu 2 fois, et on a à chaque fois tout recommencé. Mais moi, j'ai tout donné de ma vie pour l'entreprise. Et voilà comment on est remercié. Ça a été les banques, ça a été un problème de succession. Ça, on l'oublie quand même souvent en France. On n'ose pas parler de ça, mais c'est dramatique. La base principale, c'est... Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Déclic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à nous partager un petit commentaire. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des invités de plus en plus inspirants. Et si vous préférez nous écouter au format audio, sachez que c'est possible aussi pendant vos déplacements, vos sessions de travail ou même pendant votre sport. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute selon vos préférences, ainsi que des épisodes exclusifs ou simplement celui que vous êtes en train d'écouter. Merci encore, ça nous permet à chaque fois de continuer à évoluer. Et maintenant, on se retrouve avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Carole Duval-Leroy. Comment tu vas ? Très bien. Un petit peu stressée quand même. C'est vrai ? Oui. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On a plein de questions à te poser. Et surtout, avant, je vais te présenter. Quel parcours! Tu es la figure emblématique de la maison Duval-Leroy, l'une des plus grandes maisons de champagne familiales. Tu reprends l'entreprise brutalement à 36 ans, en 1991, après le décès brutal de ton mari. En te retrouvant entouré de 3 enfants, tu diriges alors plus de 140 salariés dans une industrie dominée par les hommes et les géants du secteur. Tu as hissé la maison Duval-Leroy parmi les références du champagne avec des cuvées mondialement reconnues. Également, tu es devenue la première femme présidente de l'association viticole champenoise. Tu es aussi aujourd'hui un symbole de courage, de résilience, d'excellence dans un métier où très peu survivent. Depuis 1998, tu fais partie des 500 plus grandes fortunes de France, puis avec une fortune estimée à 400 millions d'euros en 2019, tu occupes la 220e position des plus grandes fortunes de France. Carole, ton histoire est celle d'une femme qui n'était pas destinée à diriger et qui s'est retrouvée du jour au lendemain à devoir sauver une maison centenaire, protéger 600 salariés, élever 3 enfants seuls et tenir debout quand tout s'effondrait. Aujourd'hui, on va comprendre les décisions, le mental et les choix qui ont rendu ça possible. Bienvenue Carole sur le Déclic. Merci. Merci de m'avoir invitée. Carole, merci à toi d'être ici avec nous. J'ai plein de questions à te poser. Avant ça, je te ramène à la jeune Carole. Comment tu grandis et quelle relation tu avais avec le travail, avec l'ambition et au monde de l'entreprise également ? Alors, je suis née, donc, je suis bruxelloise, je suis belge. Au départ aussi, si on parle après un petit peu du caractère, au départ, donc, d'un père flamand et d'une mère wallonne, ce qui ne simplifie pas l'histoire. Ils divorcent 5 ans après, donc je me retrouve un peu ballottée, une fois d'un côté, une fois de l'autre et tout. Mais je pense qu'il faut toujours prendre le côté positif et c'est ce que j'ai fait. C'est une jeunesse heureuse et sans problème. Si ce n'est que j'ai connu, j'avais 2 fois des vacances, j'allais avec l'un et avec l'autre, voilà, un peu ballottée, mais je pense que ça a du bon. Et à quel moment tu as cet ADN entrepreneurial ou est-ce que tu l'as eu après coup? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que cette énergie, cette envie, ce courage qui te représente aujourd'hui, est-ce qu'il était déjà là ou est-ce qu'il est venu avec le temps? Non, je pense qu'il était déjà né. Surtout qu'à un moment donné, c'était comme ça, j'en avais assez, je voulais me débrouiller. J'ai fait de l'immobilier, je voulais me débrouiller toute seule, prouver qu'on pouvait avancer dans la vie sans avoir papa et maman. Malgré tout, ils étaient derrière, c'est facile à dire. Mais voilà, donc j'ai fait de l'immobilier. Je voulais partir en vacances, c'est idiot, mais je voulais partir en vacances au sport d'hiver. Qu'est-ce que je faisais? Je m'arrangeais pour vendre une maison parce que j'avais besoin de... Donc j'ai toujours eu ce côté devoir et de travailler pour. Débrouille, finalement. Débrouille, voilà. Débrouille, tout à fait. Et alors, pour la petite histoire, à 14 ans, ou 15 ans, je pense que je devais quand même avoir 15 ans, je rencontre mon futur mari, mais qui est devenu mon futur mari que bien plus tard.
c'est le Rotary de Bastogne qui était jumelé au Rotary de Cézanne. Certains de ma famille, mon oncle et ma tante, étaient enfin mon oncle, puisqu'il n'y avait pas de femme à l'époque, au Rotary de Bastogne. Et les parents de Jean-Charles étaient au Rotary de Cézanne. Une fois par an, il y a des soirées, on invite les jeunes et tout. Et voilà, j'ai été invitée et ça a été un coup de foudre. Beaucoup trop jeune pour ce coup de foudre. On a vécu chacun un peu... Enfin, on est sortis ensemble, tout le tralala, tout ce qu'on fait quand on est jeune. Et puis, chacun a sa vie de son côté, et puis on s'est retrouvés. Voilà. Lui est tombé malade, il a été marié, moi pas, mais il a eu un problème cardiaque, déjà un triple pontage à 28 ans, donc c'est quand même très jeune, et c'est là qu'il a annoncé à ses parents « je veux divorcer ». Je veux divorcer, je veux vivre avec Carole, et voilà. Et c'est de là que l'histoire est née, mais elle était née déjà un petit peu avant, parce qu'on ne s'est jamais tellement quitté. Voilà. Okay. Très clair. Et justement, à la base, rien ne te destine à reprendre une maison comme du Val-le-Roi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Quelle était ta vie avant, justement, cette situation qui t'arrive brutalement sur... Ben, ma vie avant, donc j'ai fait de l'immobilier, j'ai voyagé beaucoup, Ouais. et puis quand j'ai retrouvé Jean-Charles, je suis arrivée à Vertus en 81, et là donc j'ai eu mes 3 fils, mais j'avais un petit pied, pas un grand pied, un petit pied, c'est-à-dire que beaucoup de femmes dans le monde du vignoble, en tout cas en Champagne, je ne connais pas ailleurs, mais en Champagne, beaucoup de femmes s'occupent du vignoble, quand je dis ça, mais s'occupent des vendanges, s'occupent donc des vendangeurs, de toute l'organisation. À l'époque, beaucoup de maisons, nous cuisinions, nous logions, les vendangeurs étaient nourris, logés, blanchis. Nous en avions quand même 450, avec des endroits différents, bien entendu, parce que chez du Val-le-Roi, chaque vignoble a son pressoir indépendant. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais déjà un petit pied dans du Val-le-Roi, mais juste, si je puis dire, au mois de juin pour faire toutes les commandes pour les vendanges du mois de septembre, et puis après pour faire les comptes des vendanges. Mais c'est tout, et l'organisation pendant les vendanges. On trouvait les cuisinières, tout le tralala, voilà. Ça me plaisait assez. Et puis après, je me suis occupée d'élever mes 3 enfants. Et pas que je m'ennuyais, mais je voulais m'occuper. Donc, j'ai créé la piscine de Vertus, j'ai créé un club de natation. Et ça, c'était un bonheur pour après. Parce que, donc, ce club de piscine, mes enfants, bien entendu, y allaient. Mais j'ai été présidente de ce club et j'ai fait évidemment du bénévolat. Et on emmenait les enfants. Mais comme je dis, c'était beaucoup plus facile à cette époque-là que maintenant, parce qu'il n'y avait pas tous ces contrôles et tout. On louait un car, on allait faire une compétition à droite, à gauche, on revenait. Enfin, il n'y avait pas tout un système logistique qui maintenant il faut faire et qui décourage beaucoup de monde. Donc, comme ça. Et puis, donc là, j'ai passé mon petit brevet enfin, c'était je ne sais pas comment on appelle ça, mais pour pouvoir être juge de ligne. Donc comme ça, j'ai été par après, j'ai poussé mes enfants, quand mon mari est décédé, j'ai poussé absolument mes enfants à faire de la natation, et comme ça, nous étions occupés tous les week-ends. Et qu'est-ce que le sport t'a appris sur toi ou t'a offert pour pouvoir t'équiper sur la suite de cette aventure entrepreneuriale? La volonté de gagner. C'est surtout ça, de dire, bon, je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas pleurer tous les jours, ça ne sert à rien. Personne ne va m'aider, je suis toute seule. Donc, c'est surtout ça. C'est la gagne, en fin de compte. Et avant ce drame dont tu as parlé justement, est-ce que tu imagines un jour diriger une entreprise ou c'est inimaginable pour toi? Est-ce que tu avais déjà ça en toi? Pas du tout. C'était inimaginable. Ce que j'avais en moi, je suis passionnée de cuisine, mais depuis toute petite. Et donc, je rêvais d'avoir un restaurant à moi.
étoilé Michelin, bien sûr, hein, puisque je vois toujours très haut, mais que je sois en cuisine ou pas. Mais j'aime beaucoup ce contact avec les clients et j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de... C'est un métier qui est très difficile parce que tous les midis, tous les soirs, il faut recommencer, remettre... élaborer du champagne, c'est plus facile, hein. La bouteille, elle reste en cave et elle se bonifie. La cuisine, c'est différent. Et donc, et on avait trouvé avec mon mari, parce qu'il m'avait dit, mais maintenant, je dis, les enfants sont grands, ils sont à l'école toute la journée, je ne vais pas me tourner les pouces toute la journée. Donc, j'avais trouvé l'endroit et tout à Vertus pour ouvrir mon restaurant. Voilà, puis ça, c'est pas fait. Justement, en 1991, tu perds ton mari brutalement. Tout s'effondre. Comment tu vis ce moment où l'intime et le professionnel s'écroulent en même temps? Alors, je l'ai su un peu avant parce que donc il est décédé d'un cancer. On a pu préparer malgré tout. Préparer pas très longtemps, mais 1 an. C'était quand même rapide. Et donc, pendant ces 1 an, il a dit, je vais m'en sortir et voilà, ça va aller. Puis, à un moment donné, le médecin lui a dit, non, il faut penser au pire, je ne pense pas. Après être passé, mais les rayons, les opérations, bon, c'était un cancer de la langue, c'est très pénible. Et puis, voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on en a beaucoup parlé, tous les deux. Vous imaginez bien qu'on passe des nuits entières à ne pas dormir. Et c'était là, il faisait cette mise en place, il voulait absolument, avant de partir, que tout soit organisé et préparé. Alors, il y avait, comme vous dites, la vie privée d'un côté, il y avait de l'autre côté le professionnel. Et le professionnel, c'était qu'il a réuni son staff de dirigeants, donc ses directeurs. Il y avait la cave, le vignoble, sa secrétaire de direction. Et il les a réunis avec moi. Il n'a pas voulu que son père assiste, parce qu'il avait dit non, c'est pas toi. Voilà ce que je voudrais et voilà ce que je vais vous annoncer. Et donc, je m'en rappellerai toute ma vie. Et il nous a donné j'en ai encore la chair de poule, il nous a donné une leçon de vie à tous, mais magnifique. Et c'est là qu'il nous a dit, voilà, je vais partir et je voudrais que vous soyez tous, que vous restiez avec Carole. Si vous voulez partir, je comprendrai, parce que c'est la quarantaine et c'est à 40 ans qu'on choisit un petit peu sa voie. Si vous voulez partir, partez tout de suite, que j'ai le temps de recruter quelqu'un d'autre. Donc, il voulait vraiment tout préparer. Et on n'a pas, il a absolument pas hésité. Et il a dit, voilà, je veux que Carole soit présidente de la maison. On en avait reparlé avant, j'avais dit, je suis incapable de faire ça, tu seras capable, je serai là, je t'épaulerai, tu verras enfin avec tout ce que ça peut faire, et ils seront tous là avec toi. Et personne n'est parti, tout le monde est resté. Et heureusement, parce que c'est... Et voilà comment ça s'est fait au départ, mais il avait quand même tout préparé. J'avais même un petit carnet où il avait noté celui-là, fais attention à ça, fais attention à ça. Quand je vois ça maintenant, avec 30 ans plus tard, c'est encore maintenant que je me dis, mais c'est formidable d'avoir fait tout ça et de nous avoir donné cette chance. Et en tout cas, à moi, il m'a vraiment donné les clés de cette maison, les clés parce que cette maison, elle existe depuis 1859, de père en fils. Il fallait pas que ça s'arrête. Et pour lui, c'était, si ça s'arrête, si on la met entre les mains de quelqu'un de très compétent, sûrement, ce sera la meilleure solution, madame, c'est de vendre. Voilà. Et ça, il ne voulait absolument pas. Il voulait que je transmette cette maison aux enfants et que ça continue. Que la lignée continue. Que la lignée continue, que les enfants continuent. Et je lui ai juré que je le ferai. C'est parti de là, uniquement. Et quand je dis normalement, je fais. Voilà.
Donc il y a eu cette préparation, il y a eu cette transmission progressive et cette lucidité finalement aussi sur la situation. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi de le mentionner et de le féliciter. Là, tu te retrouves seul, 3 enfants, 140 salariés, une maison de champagne à gérer. Que je ne connais pas. Que tu connais pas justement, avec ce carnet, ces éléments, ces discussions que tu as eues. Comment tu fais? Quelles sont les premières étapes et qu'est-ce qui fait que tu continues à tenir debout finalement et que tu gères tout ça? Mais déjà, je dirais que bon, il y a une question de caractère, on est d'accord. Mais je pense que la base principale, c'est l'amour. Vu que j'avais dit oui, donc il fallait que j'y arrive. Alors pour y arriver, eh bien, j'ai appris. J'ai appris auprès de ceux qui étaient autour de moi. C'est sûr, heureusement d'ailleurs. La vente, je connaissais un petit peu. Donc ça, c'était le côté le plus simple. Les vins, j'ai toujours été passionnée de vin. Beaucoup de Belges, d'ailleurs, sont passionnés de vin, pas que de champagne. Donc, tout ça, c'est plus... Enfin, je vois ça maintenant, c'était pas ça le pire. Le pire, c'est de se dire, est-ce que je fais pas une erreur? C'est de se dire, on est seul. Le problème, il est là. C'est que quand vous avez vraiment une décision à prendre, il n'y a personne. Les enfants, ils avaient 4 ans, 6 ans et 8 ans. Donc, ce n'est pas eux à qui je pouvais demander. J'ai demandé par après, mais à l'instant là, ils étaient quand même très petits. Mes beaux-parents sont partis 2 ans après. Sa maman est décédée, son père a suivi. Voilà, ils avaient qu'un fils unique, ils n'ont pas pu survivre à ça. Et puis me voir moi aussi à la tête de la maison et lui qui voulait reprendre la maison. Voilà. Puis bon, il avait déjà un certain âge. On ne pouvait pas. Enfin, Jean ne voulait pas le laisser reprendre la maison. Il fallait que ça continue sur une autre destinée. C'est quoi le challenge le plus complexe auquel tu as dû être confronté dans les premiers mois? Parce que tu fais face aux banques, tu fais face aux concurrents, tu fais face à toutes les décisions. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est déjà de dire je ne suis pas à vendre. Parce qu'il n'était pas encore enterré, que j'avais déjà 3 propositions. Pas mal. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, c'est quand même... on est quelque chose, c'est quand même intéressant, sinon on ne viendrait pas me solliciter. Après, ça a été, comme vous dites, ça a été les banques, ça a été un problème de succession. Ça, on l'oublie quand même souvent en France, c'est un peu quelque chose qu'on n'ose pas parler de ça, mais c'est dramatique. Combien de maisons, quand on dit qu'il n'y a plus de maisons familiales, oui, parce qu'il y a eu des problèmes de succession dans beaucoup de maisons, autrement les gens auraient continué. Moi, je me rappelle qu'en ayant payé la succession et ayant été aidée à l'époque aussi par la banque, qu'on a remboursé après parce que je voulais rester indépendante et j'avais dit qu'on serait indépendante et familiale jusqu'au bout, c'était très difficile. Et ça, c'est encore très difficile maintenant parce que pendant qu'on règle et qu'on paye l'État, pendant ce temps-là, les petits copains, ils achètent à gauche, à droite et tout, et nous, on a ça qui nous tombe sur le nez. Mais c'est pire, parce que mon beau-père avait un cancer, pareil, un cancer du rein, 88, et en 88, passe tout à son fils. Donc, on paye déjà une première fois. Puisque normalement, ça ne devait pas arriver. Et son fils meurt avant lui. On repaye. Je ne sais pas si on imagine. Et ça, on paye sur des vignes, sur un outil de travail qui n'est pas... C'est pas normal. Bon, voilà. Petite parenthèse où il faudrait quand même, mais bon, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Mais on perd toutes les familles... toutes les familles comme ça, elles sont concernées. Et quand tu reprends la tête de la maison, de l'entreprise, c'est quoi les premières décisions auxquelles tu fais face, outre le fait de dire « je ne suis pas à vendre ». Là, tu es à la tête de l'entreprise. C'est quoi les premières décisions pour pouvoir sauver l'entreprise et pourquoi celle-là?
Mais elle était saine, hein, l'entreprise. Hormis la succession à payer, Ouais. le reste, on a guillotiné, là, on a coupé la tête, mais le reste était sain. Donc, c'était pas une entreprise qui était en faillite ou pas du tout. Et voilà, donc c'est de faire le tour des clients, c'est de remettre tout à plat et de voir un petit peu dans quelle stratégie on va continuer ou pas continuer. Et la croissance a continué, du coup. C'est quoi les différentes orientations qui ont pu être prises, justement, pour déjà trouver ta place dans un univers qui est essentiellement masculin? En plus de ça, c'était un domaine que tu ne connaissais pas. Donc là, quand on raconte l'histoire 30 ans plus tard, on pourrait se dire que voilà, c'est plus facile. Mais en réalité, à ce moment-là, au quotidien, quand en plus tu as ces 3 enfants en bas âge aussi à gérer, comment tu t'y prends? Mes enfants étaient à l'école à Vertu et après, ils sont allés en pension à Reims. C'était la première chose. Et du lundi au vendredi, ils étaient en pension et donc j'étais toujours, mais toujours là, les vendredis, samedis et dimanches. Je pense qu'il vaut mieux. On ne peut pas faire... Là, ils étaient c'était bien structuré, enfin, c'était mon point de vue, hein, c'était décidé comme ça. Donc, ils étaient d'accord, mais pas tout de suite. Hein, je n'ai pas mis celui de 4 ans en pension. Mais donc, ça, c'était déjà géré une chose. Et après, en ce qui concerne du Val-le-Roi, comme je n'y connaissais rien, j'ai embauché une madame qualité, qui est Sandrine Legette, qui est toujours avec moi, qui est maintenant ma chef de cave, qui était œnologue et qui était, comme je dis, Madame Qualité, parce qu'on n'avait pas un service qualité chez du Val-le-Roi. Et le fait de vouloir être certifié ISO 9002, on a été la première maison certifiée. J'ai eu tous les copains à l'époque et tous les mecs de Champagne sur le dos parce qu'on ne fait pas ça, parce qu'on n'ouvre pas la maison comme ça, parce que personne l'était. Maintenant, tout le monde a des certifications en veux-tu, en voilà, et c'est obligatoire. Mais moi, ça m'a appris mon métier, carrément. Donc, c'est assez difficile parce que c'est chaque poste, il faut connaître, il faut savoir ce qui se passe, mais c'était un bienfait pour moi. C'est comme ça que j'ai appris. Le fait de passer cette certification, et le fait de creuser sur chaque sujet, t'a permis d'apprendre à chaque et de voir, lui, il est là devant, je dis n'importe quoi, mais devant cette machine. Que fait-il? Pourquoi fait-il ça? Comment ça se gère? Comment voilà. Et ça, j'ai quand même mis 3 ans. Hein. Ok. Donc c'est une certification qui a pris 3 ans à se mettre en place. Enfin, pratiquement. En 94, on était certifié. D'accord. Okay. Mais c'est pas pour ça que je connaissais bien ma maison non plus. C'est arrivé, j'ai mis, je pense, je dis à peu près 5 ans pour être vraiment, pour dire, là, c'est ma maison, voilà ce que je veux. Et la motivation première de cette certification, est-ce que c'était pour découvrir le métier ou il y avait une raison stratégique particulière, vu que tu l'évoques, d'autres confrères, copains ou autres n'avaient pas ça, c'était pas commun. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a motivé cette certification? Parce qu'on en parlait quand même de plus en plus dans d'autres domaines, mais pas dans le vin. Et c'est de là où j'ai dit, mais tiens, voilà quelque chose de nouveau et qui serait pas mal qu'on soit les premiers à être certifiés et en même temps, je vais apprendre. Et d'avoir Sandrine comme ça à mes côtés, c'était un peu, c'était plus facile pour moi. Je découvrais en même temps. Elle était jeune, elle sortait de l'école, donc c'était plus facile. Ouais. Tu évoques le fait qu'il n'y avait pas de service qualité, tu en mets un en place. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ensuite tu as mis en place et qui ont pu changer la trajectoire de la boîte année après année? Année après année, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de marques distributeurs, de plus en plus, parce que mon beau-père faisait des marques distributeurs, mais on a travaillé pour Carrefour, pour Leclerc, pour Sainsbury, bref. Et moi, j'ai dit, il est marqué Duval-le-Roi sur la porte. Je voudrais qu'on ne fasse que du Duval-le-Roi. Voilà.
C'est parti comme ça. Et je voudrais faire de cette maison, mais ce sont un peu des rêves. Et je voudrais faire de cette maison un petit bijou. Je voyais toujours mon restaurant étoilé, le petit bijou, on est bien. Voilà, j'ai toujours comparé souvent les deux. Et donc la mise en place, ça a été ça, petit à petit, de me dire faire de la qualité, mais pas de la quantité. D'où, après, quand il fallait parler quand même et faire connaître du Val-le-Roi, qui n'était pas du tout connu, ça a été mon deuxième challenge, c'était de faire parler en bien, évidemment, mais de faire des vins de meilleure qualité, de faire des vins plus finis, plus aboutis, si on peut dire, plutôt que de faire des vins. Pas dit que dans la grande distribution, les vins ne sont pas bons, ce ne sont pas les mêmes vins. Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué, que je me suis dit, il faut absolument changer son fusil d'épaule. Ça s'est fait après. Mais qui dit changer son fusil d'épaule, dit changer beaucoup de choses. Déjà dans le mental des gens dans la maison. Après, de changer au niveau approvisionnement aussi, de contrats de raisin. Après, il faut dire que nous, notre vignoble du Val-le-Roi, il se situe principalement dans les grands et les premiers crus. Donc on achetait dans des crus périphériques pour faire d'autres cuvées. Et voilà, donc à un moment donné, c'est toute cette mise en place qu'il faut détricoter. Voilà ce qui s'est passé pendant... Mais ça ne se fait pas comme ça. Et le tout mis bout à bout, et ben ça a mis 20 ans. Tu dis tout à l'heure que c'était un rêve de vouloir avoir uniquement la maison du Val-le-Roi sur chaque bouteille. C'est fait. Hein. Voilà, justement. Et comment, étape par étape, t'es venu à rendre ce rêve, quelque chose qui paraissait peut-être impossible, en tout cas, à ce moment-là, possible. Pareil pour la partie où la maison, la marque n'était pas forcément connue. Aujourd'hui, c'est une marque qui est connue, qui résonne, qui a sa personnalité et qui parle justement dans l'écosystème et pas que. Comment ça s'est mis en place? Comment ça s'est fait? Eh bien, ça s'est fait simplement parce que autour de moi, donc simplement, j'ai pris des commerciaux. Ça, j'avais changé quand même après. Plus de commerciaux que nous avions, mais des commerciaux plus vins. Donc j'ai embauché un sommelier qui nous a bien aidés, Didier Bureau à l'époque, qui Didier faisait partie de la sommellerie et tout, et il nous a introduits déjà dans cette sommellerie française, et puis petit à petit, c'est comme ça. On a avancé, les dégustations, les conseils. Je pense que dans ce métier, il faut quand même beaucoup écouter. On ne peut pas être là et dire moi, je veux que ma cuvée, elle soit comme ça. C'est pas vrai. Il faut écouter déjà le client, de ce qu'il aime, et puis écouter les sommeliers, puisque c'est quand même eux qui vont vendre après dans les restaurants le vin. Donc, il y a eu cette écoute, et c'est comme ça que ça a démarré. On a fait pas mal de choses avec eux. On a créé beaucoup de choses aussi en créant le plus jeune sommelier de France, en faisant pas mal de... c'est pas de la publicité, parce qu'on n'a pas un portefeuille pour faire de la publicité, c'est très cher la publicité. Donc c'était plutôt d'être sur le terrain et d'expliquer nos cuvées. Ce qu'on continue toujours à faire maintenant. On est toujours beaucoup sur le terrain avec nos clients, oui, on est sur le terrain tout le temps.
Donc finalement, c'est beaucoup de proximité, beaucoup Oui. d'écoute, que ce soit des clients comme des sommeliers. En termes de communication, en termes de marketing, quels étaient les canaux de diffusion utilisés, mis à part les sommeliers? Est-ce qu'il y avait d'autres choses pour faire connaître Ben, la marque? oui, il y avait d'autres choses. Il y a eu quand même la publicité. On prend Figaro, on prend les dégustations dans les guides, voilà. Mais pas, c'était pas dans le grand public. On n'a jamais atteint le grand public. C'est une volonté? C'est une volonté, oui. Il y a le grand public et puis il y a, moi, ma volonté personnelle, c'était plus la restauration. De le faire avec les chefs que j'adorais. Je suis très gourmande, donc j'adore manger et boire, et donc j'aime ça. Et donc ce côté de tourner, d'aller les voir, et voilà. Mais bon, ça prend du temps, c'est très long. Également, sous ta présidence, la qualité des cuvées, tu l'as évoqué, s'est grandement améliorée, ajustée. Vous avez gagné des prix mondiaux. Vous êtes devenu une référence. Comment on réussit à faire monter un produit à ce niveau d'excellence? Parce que l'excellence opérationnelle, c'est un peu ce que recherche tout entrepreneur, qu'on ait un produit physique, qu'on ait un produit digital. Est-ce qu'il y a différents principes, concepts, clés que tu as mis en place au fur et à mesure des années avec toutes les équipes pour pouvoir aller chercher à chaque fois quelque chose de meilleur? Il y a déjà, nous, c'est un produit vivant. C'est la première chose. Je ne sais pas si sûrement, vous avez entendu, il y a encore 20 ans, les gens, quand ils buvaient du champagne, disaient « Oh, c'est vert, oh, ça me fait mal, oh, c'est acide et tout ». Et tout ça que j'ai entendu, je me suis dit « Mais on ne peut pas continuer à faire… » C'est comme ça que c'est venu. On ne peut pas continuer à faire de l'acide, c'est pas possible. On ne peut pas nous mettre à chaque fois… moi, je voyais des gens qui faisaient la grimace en buvant du champagne, alors que c'est un produit magique, hormis le festif et tout, mais c'est quand même un produit fabuleux. Et donc, ça a été, dans l'élaboration du vin, de trouver ce qu'on voulait exactement. Ce qu'on voulait dans la bulle, ce qu'on voulait dans le vin, mais les années nous ont aidés. On parle là maintenant de réchauffement climatique. Merci Soleil, parce qu'on en avait besoin. Autrement, on sucrait le champagne il y a encore 20 ans. C'est quand même très triste. Maintenant, c'est naturel. Bon, il ne faut pas que ça… faut pas aller trop loin dans l'autre sens. Mais c'est tous des petits facteurs qui ont aidé que l'évolution de la bouteille s'est faite. Et alors, il y a le vieillissement en cave. Comment élaborer un champagne qu'on laisse… Donc là, je vous ai amené un champagne Femme de Champagne 2008. Il vient de sortir, c'est tout neuf chez nous. Enfin, c'est tout neuf. Il est en cave depuis longtemps, mais il est à vendre maintenant. 2008 et on est en 25. C'est de pouvoir garder ces vins. Je pense que c'est de trouver le créneau pour du Val-le-Roi, de dire je fais de la qualité, je fais de l'exception. Mais je ne fais pas du volume pour du volume. Il y a des maisons pour ça. Et de continuer son petit bonhomme de chemin, mais avec que des… pour moi, c'est le grand luxe. D'ailleurs, c'est ça le secret, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Ça me fait me poser une question, justement, tu évoques 2008, tu dis ça sort maintenant, on le commercialise maintenant, alors qu'on est en 2025. Donc finalement, c'est presque 20 ans plus tard, 18 ans, 17 ans plus tard. En termes de projection, finalement, ça veut aussi dire peut-être que des bouteilles qui sont faites aujourd'hui en 25 vont être commercialisées en… Pas avant, minimum 10 ans. Minimum 10 ans, ok. Et donc… C'est de toute façon ce qu'on dit dans la maison. On garde… on attend que le vin se fasse et évolue. Donc finalement… en termes de projection de trésorerie, en termes d'innovation, en termes de plan, on doit attendre 10 ans pour pouvoir sortir un nouveau produit, sortir quelque chose, une nouvelle innovation. Oui, c'est très long. Comment on fait? Mais la Champagne, c'est très long. Ouais.
Enfin, ça pour tous. Ça, là, il faut comparer la Champagne, où le Champagne a un gros paquebot, qui est déjà, pour essayer de le bouger, ça prend des années. Il y a le travail de la vigne, c'est pareil, ça prend des années. Pourquoi vous allez planter plus du chardonnay que du pinot? Parce que là, ce qu'on fait maintenant, c'est pour mes petits-enfants, c'est même plus pour mes enfants. Il faut attendre 30 ans. Donc tout ça fait que c'est très, très, très long. Mais je crois que c'est ce qui m'a sauvée, moi. Comme il ne fallait pas aller vite, 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 on avait le temps de se poser, d'apprendre c'est ça qui est important. C'est hyper intéressant, j'aimerais rebondir là-dessus pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Tu me dis, c'est ça qui m'a sauvé moi, le fait de ne pas devoir aller vite, vite, vite constamment. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout va vite, on veut tout de suite. Dans quelle mesure, toi, ça t'a aidé, ça t'a sauvé, et quels conseils tu partagerais à des entrepreneurs qui, justement, veulent tout de suite? Oui, mais c'est faisable, je crois, pour nous, pour le Champagne. C'est pas faisable pour d'autres... même pour d'autres vins. Le Champagne, c'est très long, c'est un vin d'assemblage, c'est un vin qu'on récolte au mois de septembre, qu'on assemble qu'au mois de... et encore au mois de février, on va voir. C'est un vin qu'on laisse vieillir lentement. Donc, est-ce qu'on peut le faire avec un autre vin? Peut-être pas. Si vous avez on prend des vins de Bordeaux par exemple, on vend tel millésime cette année où il est vendu en primeur et après c'est le négociant qui fait le travail, qui garde les vins et c'est vendu tout de suite et c'est vous qui le gardez par après. Nous c'est l'inverse. Quand on vend la bouteille, elle est bonne à boire. On ne va pas vendre une bouteille d'abord, il y a la législation champenoise qui existe aussi, mais pour garder les vins, nous, on estime que notre vin, il est bon à boire au bout de temps et temps. Pour le moment, notre brut, parce que, bon, beaucoup de maisons, c'est le brut quand même principalement qui se vend, notre brut et les 100 millésimes, bien entendu, et notre brut, il est de 2017, on est en 25, avec des vins de réserve de 2014. Ah ouais. Et on ne va pas juste, tiens, on fait la vendange, on a passé 2 ans, allez, on peut le vendre. Non, c'est pas ça. C'est pour ça les différences de champagne existent et quand on dit « Ah oui, mais celui-là, il est plus cher que celui-là », oui, il est plus cher parce qu'on le garde en cave, parce qu'on le supporte pendant plus longtemps. Donc c'est normal qu'il soit plus cher. Tu évoques le fait qu'aujourd'hui, tu mets en place des choses, vous mettez en place des choses pour plus les enfants, mais les petits-enfants. Comment également on crée une marque qui va durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui va être même transgénérationnelle? Est-ce qu'il y a des codes qui ne sont pas forcément uniquement propres au domaine du champagne, mais même au monde du luxe? Tu évoquais le monde du luxe. Là aussi, c'est transgénérationnel. C'est parfois des marques qui ont 50, 100, 200 ans. Quels sont les codes? Mais nous, on existait depuis donc 1859, c'est quand même énorme. Ça a été connu, moins connu, parce qu'on était quand même à l'Expo universelle et tout, donc fin de siècle. Mais après, il y a eu les guerres, donc on a tout perdu 2 fois. Et on a à chaque fois tout recommencé. Alors, c'est plus ou moins connu sans être connu. Et je pense qu'il ne faut pas chaque fois changer son fusil d'épaule. On a choisi de continuer avec cette marque, avec Duval-Leroy, avec notre nom. Nous, on estime que d'avoir le nom sur la bouteille, c'est un gage de qualité. On ose mettre notre nom sur la bouteille. Donc, on continue dans ce sens-là. Maintenant... on m'a déjà dit, dans certains pays, ça c'était en Amérique, le Roy, c'est pas bien, mais oui, mais enfin c'est notre nom, alors ça vous plaît ou ça vous plaît pas. On entend tout aussi, hein, ou en disant c'est trop compliqué à dire, il faut trouver un autre nom. Ben non, on va pas trouver un autre nom, c'est notre nom. Eh bien, on réexplique aux clients que c'est comme ça. Mais bon, on l'entend moins maintenant, parce que les années ont passé, mais à l'époque, beaucoup.
On évoquait tout à l'heure le fait que tu as dû apprendre le monde du champagne, mais finalement celui de l'entrepreneuriat aussi. Complètement. Recruter, structurer, déléguer, prendre des décisions au quotidien. Comment tu t'y es prise étape par étape à chaque fois qu'il y a eu de grands changements? J'ai l'impression qu'il y a eu aussi des recrutements stratégiques, des initiatives qui ont été prises, des gens qui t'accompagnent encore aujourd'hui, hein. C'est souvent une question d'humain. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux également. Quelles sont les différentes choses que tu as pu apprendre au fil du temps en tant qu'entrepreneur également? Mais heureusement qu'ils étaient auprès de moi. Mais ce que j'ai, c'est où le contact passe, où il passe pas. Ça, c'est déjà le... Parce que recruter sur un CV, c'est très bien. Mais quand vous êtes, bon, sur certains postes, oui. Mais si c'est pour de la vente ou si c'est pour... il faut que la personne, déjà, elle ait envie d'être dirigée par une femme, parce que ça, c'était ma première question à l'embauche. Est-ce que vous acceptez d'être dirigée par une femme? Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas une femme PDG d'une maison. D'où le nom Femme de Champagne. Pour le petit clin d'œil pour les femmes, j'ai dit maintenant je mets une étiquette sur cette bouteille, je vais l'appeler Femme de Champagne. Mais c'est problématique, oui et non. Mais donc c'était être dirigé par une femme. Après, Vertu. Vertu n'est pas simple parce que Vertu, il n'y a pas de train, il n'y a rien à Vertu. Vous êtes à la campagne, dans les vignes, alors c'est très sympathique. Mais si c'est un couple qui vient, il faut trouver un job pour madame. Or, on m'a toujours dit, on n'embauche pas les deux dans la même société, hein, c'est ce que j'ai appris. Donc, il n'y en a qu'un. Donc, elle doit trouver un boulot ailleurs. Donc, il faut plus ou moins 2 voitures. Il faut vouloir habiter là. S'ils ont des enfants, bon, il y a la petite école et tout. Enfin, Vertu était... Maintenant, ça s'est amélioré. Mais Vertu, à l'époque, c'était un problème. Mais après, ça se fait. Vous embauchez, vous prenez Reims, les maisons de champagne à Reims, il y a le train, il y a tout ce qu'on veut. Nous, pour aller à Reims, c'est 3 quarts d'heure pour arriver à la gare. Donc tout ça fait que... ça, c'était tous des petits handicaps, les uns après les autres. Donc, comment on y fait face, justement? Eh bien, il faut vraiment que la personne en face y croie et ait envie de travailler avec vous. Mais quand vous prenez quelqu'un de l'extérieur, parce que moi, je cherchais plus des personnes extérieures à la Champagne pour nous apporter le petit plus que déjà champenois d'une autre maison. C'est pas que ce soit pas bon, au contraire, mais c'était dans mon idée. Et donc, c'était ça, qu'il ait vraiment envie de travailler pour nous. Parce que c'est pas simple, hein. Une maison familiale, c'est pas simple, parce qu'on a toujours le nez dedans. Donc, c'est plus difficile aussi. Il y a moins de moyens dans une maison familiale. Donc, rebelote, ça prend du temps. Ouais. Quand tu dis c'est pas simple, c'est plus difficile, ça prend du temps, quelles sont les contraintes spécifiques? Est-ce que c'est parce que ça tient à cœur, c'est notre nom et on a envie d'avoir la vue sur tout, comme du micromanagement? Est-ce que c'est parce que chaque euro compte? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Tu peux nous en dire plus? C'est surtout que chaque euro compte. Et qu'on on défend, c'est notre argent, on en a besoin et c'est notre maison, donc on ne laisse pas faire n'importe quoi. N'empêche que, bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais je vois maintenant, mes enfants sont revenus, mission accomplie, dont je suis très fière, ça je peux dire, tous les 3. Donc ça, ce n'était pas une évidence non plus, qu'ils reviennent tous les 3 dans la maison. Ils ont chacun un poste bien distinct. Et je pense que, bon, maintenant c'est Julien qui me remplace, je pense que d'avoir quelqu'un de la famille, c'est très bien parce que c'est sa maison, ce sont ses tripes à lui. Donc ils peuvent, c'est important. Enfin, pour moi, c'est important. J'aimerais qu'on revienne sur le premier élément, la première question que tu posais au recrutement. Est-ce que vous êtes d'accord d'être dirigé par une femme? Notamment dans le passé,
Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça évolue de plus en plus, ou en tout cas vers le mieux. Je te pose cette question sur les femmes entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup de femmes qui nous écoutent également, de plus en plus qui osent se lancer. Et je dis bien osent se lancer parce que pendant longtemps, elles n'osaient pas forcément. Quel conseil tu donnerais à une femme qui peut-être n'ose pas se lancer, qui fait face au regard des autres, au jugement également, en tant que femme entrepreneur? Moi, je n'ai pas de recette, je n'ai pas eu le choix. Mais s'il y a une recette, c'est déjà d'écouter ce qu'on a envie de faire soi-même. Mais il y a quand même beaucoup de femmes, ça j'ai remarqué, qui refusent des postes des hauts postes à grande responsabilité. Et c'est bizarre. Moi, j'avais pris une femme. À un moment donné, nous étions à 43% de femmes à l'époque. Et je prenais plus une femme qu'un homme, moi, parce que je trouve que c'est plus simple. Mais bon, ça c'est perso, parce que on est fait de la même manière. Donc, on a les mêmes idées, on fonctionne. Nous, les femmes, on fonctionne différemment d'un homme. Au niveau dégustation, c'est pareil. On n'a pas la même perception qu'un homme. Enfin, tout ça faisant, je préférais d'avoir des femmes autour de moi à travailler. Mais elles ne sont pas toutes restées. C'était non, c'est trop compliqué. Ou alors, c'était un manque d'autorité. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas restées parce qu'elles n'avaient pas l'autorité sûre. Elles n'arrivaient pas à être suffisamment autoritaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer leurs équipes. Leurs équipes, et c'est dommage. Pour autant, il y avait le talent. Oui. Donc là aussi, ça met en lumière un point hyper intéressant pour les entrepreneurs, c'est finalement quelqu'un qui est bon dans quelque chose dans ses équipes. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il sera un bon manager ou qu'il pourra évoluer. Non. Ça, c'est certain. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu dommage de se dire je manque d'autorité, j'ai peur. Oui, très clair. Tu évoquais un point où tu disais que tu es très fier que tes enfants ont rejoint la maison à nouveau. Comment ça s'est passé justement? Est-ce que, donc à un moment donné, peut-être qu'ils sont partis, ils sont revenus. Aujourd'hui, l'objectif, j'imagine, c'est que ce soit transgénérationnel et qu'il y ait une reprise par la suite, comme ça a été le cas pour perdurer la lignée et surtout tenir la promesse qui avait été initialement faite. Comment ça s'est mis en place pour tous les entrepreneurs aussi qui nous écoutent et qui peut-être auraient la volonté de transmettre à leurs enfants? Mais moi, comment j'ai fait déjà au départ, comme ils étaient tout petits et que j'habitais sur le lieu de la maison de Champagne, ma maison était juste derrière, ils ont toujours vécu dedans. Donc, vécu dedans, aussi bien pendant les vendanges, aussi bien, il faisait du patin à roulettes. Mon plus jeune, qui me suivait partout, faisait du patin à roulettes dans les pressoirs. Enfin, donc, et tout le monde le connaissait. Et ils sont vraiment nés là. Enfin, ils sont nés, mais ils ont vécu là-dedans. Et puis, avec le vin, je leur faisais déguster. Bon, c'est pas toujours bon à dire, mais enfin, moi, je suis pour. Qui goûtent et qui voient la différence. Et petit à petit, donc, bien sûr, ils ont fait des études, ils sont partis. Et puis à un moment donné, bon, il a bien fallu se lancer. Je me rappelle, Julien, qui est allé 4 ou 5 ans aux États-Unis, est revenu. Et puis, je lui dis, mais maintenant, il faudrait quand même peut-être réfléchir à revenir dans la maison, parce que je suis toujours toute seule. Et là, ça commence à peser, ce qui est vrai. Et donc, il me dit, mais je sais qu'au moment où on va rentrer dans la maison, on partira plus. C'est fini. On sait que comme c'est notre maison, il faut savoir que c'est eux qui ont hérité de la maison, c'est pas moi. Donc c'est leur maison. Mon plus jeune fils dit toujours c'est notre jouet. Donc il ne faut pas qu'on casse notre jouet. Donc ils ont été élevés là, comme ça. Et ça, je crois que c'est important. C'est depuis le plus jeune âge de leur montrer comme c'est beau.
C'est beau la terre, c'est beau la vigne, c'est beau, et pas toujours cracher sur tout et dire je pars là, je pars là. C'est un peu dommage. Finalement, faire prendre conscience de la valeur de la chose et de du la cadeau. maison, parce que il y a du potentiel. Et maintenant, ils la développent eux encore mieux que moi, parce que Julien est quand même là depuis 2009. Charles est arrivé quelques années après, donc là maintenant c'est vraiment leur maison et c'est eux qui dirigent la maison et c'est eux qui font les changements de cuvée, qui font les changements, enfin c'est plus moi. Et chacun dans un poste clé justement. Chacun dans des postes clés. Donc Julien s'occupe de tout l'administratif. Et les contrats raisins. Charles s'occupe de tout le commercial, export et France. Et Louis, tout ce qui est relations publiques. Et a continué, on parlait toujours de la sommellerie, mais passe dans toutes les écoles aussi de sommellerie et va prêcher la bonne parole du Val-le-Roi et tout. Et ça porte ses fruits, parce qu'au bout de 10 ans, maintenant, ceux qui ont eu Loulou pendant leurs études, dès qu'ils peuvent, c'est « Ah, on appelle à la maison, on dit « Ah ben voilà, j'ai connu du Val-le-Roi, là et là. » Mais c'est long. Comment est structurée la maison justement aujourd'hui avec les différents départements, les différents directeurs, les trois... les directeurs, il n'y a que les 3 fils, il n'y a plus de directeur. C'est aussi simple, il y a encore un directeur financier, oui, un directeur de cave, normal, qui fait la cave, et un directeur vigne. Mais sinon, c'est les enfants qui chapeautent le tout. D'accord, donc il y a ces 3 directeurs que tu as cités. Voilà. Les enfants qui chapeautent le tout. Et aujourd'hui, tu es sorti complètement de l'opérationnel. Moi, je suis en retraite, oui. C'est pour ça que je suis là. Ok. J'ai le temps. et cette transition, comment elle s'est faite avec les années parce que j'imagine qu'au début, et c'est le fond de ma question, c'est que vu que tu as tout géré pendant toutes ces années, tout était dans ta tête, comment tu l'as transmis derrière? Parce que tu l'évoquais en lui parlant et en lui disant, bon, il faudrait peut-être revenir à un moment donné, ça commence à peser lourd sur mes épaules. Je te pose cette question, ça c'est le quotidien de quasiment tous les entrepreneurs finalement, tu es au four et au moulin. Oui, mais je pense que le plus important, c'est de quand même pouvoir se retirer. Et quand on dit qu'on se retire, c'est de le faire. Et c'est pas de se dire, je me retire, oui, mais je vais quand même regarder ça, oui, mais je vais faire ça ou ça. Moi, mon fils, mon aîné, m'a dit, tu fais ce que tu veux, dis ce que tu as envie de faire et fais ce que tu as envie de faire. Le reste, je ferai. Ben, pour tout vous dire, je n'avais plus du tout envie de m'enquiquiner avec les syndicats, alors que maintenant ça va mieux, c'est géré, avec le personnel, c'est tout le temps. Avec l'inspecteur du travail, mais j'en avais, mais ras-le-bol. Je ne suis pas la seule. Donc voilà, il vaut mieux être plus jeune et avoir des épaules solides. Tu as des anecdotes justement sur ce type de sujet c'est le quotidien des entrepreneurs, finalement, il faut y faire face. Où typiquement, tu parles des syndicats, tu parles de recrutement, tu parles du personnel, tu parles de tous ces éléments. Ça, c'est la réalité. Et ce qui est hyper intéressant aussi dans ce parcours, c'est que c'est du vrai entrepreneuriat de terrain, concret. Oui, mais moi, je dis ce que je pense. Et ça, c'est un problème. Parce que souvent, quand il y a quelqu'un qui m'ennuie et tout, dont ma cégétiste à l'époque, qui m'a dit, je dis, de toute façon, que vous soyez assise là ou là, vous ne faites quand même rien, donc je ne vois pas où est le problème. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là? Voilà, donc ça a pris une ampleur incroyable et moi, je ne pourrais pas maintenant. Je vois Julien qui prend enfin, c'est plus du tout pareil. Mais qui prend son temps, qui explique, mais moi, je ne pourrais plus. Moi, à l'époque, donc, c'était le comité d'entreprise, ras-le-bol. Quand tu observes justement l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, comment ça a évolué, tu dis, moi, je ne pourrais pas, etc. Qu'est-ce que... Non, parce que moi, je me suis défendue, c'est ce que j'ai expliqué, parce qu'elle m'a quand même mis... j'ai été en justice et tout, et on m'a demandé de la prison. C'est la mode en France. Mais il ne faut quand même pas exagérer. Et j'ai quand même expliqué, j'ai dit, mais moi, j'ai tout donné de ma vie pour vous et pour l'entreprise. Ce n'est pas que pour moi.
Et voilà comment on est remercié. Bon, enfin, elle est partie, elle a compris. Mais moi, j'ai un côté affect qui joue. C'est ça qui est important chez nous, dans notre maison familiale. C'est qu'on est très... D'abord, on est très soudés. Et c'est ce côté... je reviens toujours, mais c'est ce côté amour. J'aime les gens qui travaillent, mais je ne veux pas qu'on me fasse des entourloupes. Ce qui est normal, finalement. C'est humain. C'est humain. Je pense que c'est humain. Mais maintenant, quand on voit toutes les entourloupes à gauche et à droite, de beaucoup d'entreprises, où le patron n'est même pas au courant, enfin, on n'entend que ça. Je trouve ça malheureux. C'est combien de collaborateurs maintenant? Oui. Alors maintenant, c'est 48 dans la maison de champagne, et c'est pareil, une quarantaine dans les vignes. D'accord. Et c'est un business model qui est assez saisonnier? Non, parce que dans les vignes, c'est toute l'année. Toute l'année, ok. Oui. Donc finalement, comment on gère quand c'est saisonnier avec les vendanges Alors là, c'est différent. Là, maintenant, nous ne logeons plus personne. Okay. C'est pareil, ce qui est dommage, parce que il fallait faire des chambres avec 3 douches, plus de lits, des lits superposés, c'est interdit. Vous avez l'inspection du travail sur le dos, tout ça pour 10 jours dans l'année. Hein. Donc c'est tout ça qui devient complètement stupide, et du coup on a arrêté. On a arrêté et on a revendu à un recruteur les maisons, et c'est lui qui se débrouille avec le personnel vendange et où ils sont logés dans les bâtiments que nous avions. D'accord. Donc finalement, ces formalités administratives viennent créer de la complexité, et donc malheureusement... Oui, c'est dommage parce que c'était quand même une ambiance sympa. Enfin, aller gérer... Là, il y en a encore à peu près 300, parce que nous gérons toujours les pressoirs, donc ça, c'est quand même du monde extérieur qui vient, et qu'on nourrit et tout. On nourrit encore à peu près 200 personnes tous les jours. Tu nous as amené également ton livre, Femmes de Champagne, que tu as écrit pendant le Covid. Tu m'en parlais tout à l'heure. Merci déjà pour celui-ci. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis je vais écrire un livre sur les 30 années dans la maison, et puis ma carrière d'entrepreneur et tout ce qui a changé? Oui, c'est pas tellement d'entrepreneur, hein, je ne donne pas de leçons, ouais. C'est plus une histoire. Donc il y a 2 choses. D'abord ce Covid où on nous a interdit de bouger et de travailler, donc c'était très impressionnant, et moi qui suis sur place et qui était quand même au bureau tous les jours, et d'entendre les bouteilles faire gling-gling sur les chaînes, de ne plus rien entendre, vraiment, ça m'a fait mal. Et j'ai dit, mais il faut que je m'occupe, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc j'ai mis toutes ces idées sur papier. Et puis j'en voulais un peu à mon beau-père, j'en veux beaucoup d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais voulu. Je lui avais dit, mais prenez votre secrétaire on avait Brigitte à l'époque, qui est devenue après ma secrétaire aussi, et Brigitte aurait pu déjà enregistrer, qui raconte. C'était quand même fabuleux, il a passé la guerre et tout, de voir un peu comment tout s'est passé. Ah ben non. Non, je ferai ça plus tard, il ne l'a jamais fait. Et donc je me disais, bon, peut-être que mes petits-enfants, quand ils sauront, tiens, Manou, elle a fait quoi? Eh ben voilà, ils auront le livre, et puis c'est pas grand-chose, mais c'était le petit clin d'œil. J'ai pensé beaucoup à eux quand j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu aimerais justement transmettre dans ce livre? J'aimerais bien, c'est surtout pour mes petits-enfants, j'aimerais bien qu'on arrive à leur transmettre ce que j'ai transmis à mes enfants. L'amour du champagne, l'amour de faire du vin. C'est magique. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'installer et faire du vin. Bon, peut-être pas, il y en a dans tous les pays, mais c'est un métier fabuleux que je ne connaissais absolument pas. Ouais. Et que j'adore. À quel moment tu es tombée amoureuse de ce métier, justement? À quel moment tu as eu le déclic et cette prise de conscience que tu allais faire ta vie dans ce métier? Mais pas tout de suite. Je l'ai prise après la mort de Jean-Charles. Pas avant, puisque je n'étais pas du tout faite pour.
Mais après, je me suis dit, tout compte fait, Carole, t'es mieux avec du champagne qu'avec un restaurant. C'est beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple, c'est moins de tracas, mais c'est une autre passion. Et chaque cuvée, il ne faut pas s'imaginer chez nous, chaque cuvée a une histoire. Chaque cuvée qui naît, on a créé un clos, on crée des cuvées, on a créé une cuvée pour les meilleurs ouvriers de France, c'est la 3e qu'on fait avec eux. Donc il y a des créations, on fait du champagne pour des restaurateurs, mais on colle pas l'étiquette du restaurateur. Le chef vient faire la cuvée avec nous, mais vous avez des échanges fabuleux. C'est extraordinaire de se dire qu'on passe du temps avec Patrick-Henri Roux, avec Trois Gros, c'est magique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça magique. J'ai dit, mais tu te rends compte la chance que tu as. Tu adorais cet univers de restauration et d'étoilé, et tu es en plein dedans. Qu'on comprenne, ceux qui ne sont pas du tout familiers de ce monde-là, comment se passe ce processus? Est-ce que tu as une anecdote en particulier où vous allez concevoir une cuvée de A à Z pour un chef ou pour une occasion particulière? C'est-à-dire qu'ils viennent à la maison, la base, elle est faite. Parce qu'autrement, on devrait attendre 15 ans, donc c'est pas possible. Mais ils dégustent différents vins, et eux, à partir de ce vin, par rapport à leur cuisine, c'est ça qui est intéressant, par rapport à leur cuisine, ils vont ajuster ce qu'on appelle la liqueur de dégorgement. Et donc, c'est eux qui vont la faire avec le chef de cave, et le chef de cave reste seul avec le chef justement pour pouvoir échanger, pour pouvoir créer cette cuvée. Et comment on la développe, on la crée? Si tu me dis qu'on ne peut pas forcément attendre 15 ans, il y a des derniers ajustements. Voilà, c'est tous les derniers ajustements qu'ils font. Et puis après, elle n'est servie que dans leur restaurant, c'est eux, elle n'est pas vendue. Mais je trouve que, pour moi, un petit peu, c'est ça le luxe, d'avoir, vous imaginez, un plat, et ce plat fonctionne et switch avec votre champagne. C'est merveilleux. Complètement. Cet accord, finalement. Cet accord comme ça. Et c'est vrai, quand nous avons lancé, il y avait les premiers chefs avec Christophe Baquier, qui était quand même... Oui, à l'époque, il l'était déjà. 3 macarons Michelin, enfin, c'est pas grave qu'il en ait 3, 2, il est merveilleux. Il est meilleur ouvrier de France aussi. Donc, il y avait du Bristol, j'oublie son nom, il va m'en vouloir, mais bon, tant pis. Fréchon, Éric Fréchon. Quand on goûte ces différentes cuvées, vous retrouvez la cuisine du chef. Dans la cuvée. Dans la cuvée. Vous vous dites, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté sud de la France, ce côté un peu rouge et grillé. C'est fou. Alors que chez Éric, c'est plus crème, volaille, et on le goûte. Il y a un côté plus... C'est extraordinaire. Et comment on fait? Parce que moi, il faut demander à la chef de cave. Hein. Parce que mon papa était cuisinier, par exemple. Et je ne connais pas forcément le monde du champagne, hormis le fait d'en goûter et d'apprécier ça. Mais les derniers ajustements, c'est des ingrédients qu'on met dedans? Oui. D'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle la liqueur de dégorgement. Et cette liqueur de dégorgement, elle se fait. Mais vous pouvez la faire avec un peu plus de chardonnay ou un peu plus. C'est là que vous ajustez. D'accord. Le petit plus, mais à quelques grammes près, ça change le goût. On parle de luxe et surtout de qualité avant de la quantité. Aujourd'hui, en termes de quantité, en termes de bouteilles, en termes de cuvées par année, qu'est-ce que ça représente? Chez Duval-le-Roi, maintenant, on est à 1,5 million de bouteilles. D'accord. On a vraiment on est... L'avantage, c'est que nous sommes installés donc dans les premiers et les grands crus.
premier grand cru sur une bouteille, vous pouvez vous dire que vous pouvez la laisser vieillir sans problème. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. Je rebondis sur un point qui est plus d'ordre entrepreneurial encore, pour refaire le parallèle. Dans toutes ces années où tout reposait sur les épaules, que ce soit de la reprise à la structuration, la croissance, l'évolution et autres, souvent en tant qu'entrepreneur, on doit diriger parfois dans la douleur, parfois dans l'urgence, parfois dans la peur. Quelles sont les vérités essentielles que devraient accepter ceux qui entreprennent aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, que tu as pu acquérir avec toutes ces années d'expérience? Moi, je me dis que c'est pas encore fini. Non, mais que je ne sais pas encore tout, loin de là. Je sais pas. Je me dis qu'il faut surtout avoir beaucoup de volonté. Il faut avoir de l'amour, ça on a dit, sinon ça marche pas. De la rigueur. Je trouve que là, maintenant, ça manque de rigueur pour beaucoup. Comment t'exprimerais la rigueur concrètement? Parce que la rigueur, c'est un peu subjectif. Pour certains, ce qui pourrait être représenté par la rigueur, pour moi par exemple, ne serait pas la rigueur pour quelqu'un d'autre. C'est quoi la rigueur qu'on a perdue aujourd'hui? Le respect. Il y a beaucoup moins de respect, il y a beaucoup moins... Quand je parle de rigueur, c'est plus de la rigueur par rapport, c'est pareil, par rapport au vin, par rapport au travail qu'on fait, d'avoir plus de respect, c'est ça. D'implication. Oui, parce que là, j'ai l'impression que tout fout le camp. Ça me dérange beaucoup. D'accord. D'implication, d'engagement. D'engagement, oui. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est un problème de génération? C'est un problème d'éducation surtout. Je pense que ça manque. Il y a un manque d'éducation. Il y a un manque de... On n'est plus assez sévère. Je ne dis pas qu'il faut être sévère tout le temps, mais il faut oui, de la rigueur. On ne peut pas remettre à demain alors qu'on peut faire. Il faut travailler. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas y arriver. C'est pas vrai, ça. Et je pense, et je le redis, les 35 heures de Madame Aubry nous ont fait énormément de mal. Énormément. C'est... Économiquement ou... Tout. Pas que? Pas que. À quel égard? Pas que. Je vois par exemple les pressoirs, on avait encore des pressoirs anciens et tout, avec 40 personnes donc à gérer. Ça c'est une chose, mais il y avait ce côté un petit peu folklore pendant les vendanges. À partir de ce moment-là, elle s'est imaginée que avec 35 heures, on allait faire 2 équipes, 3 équipes. Enfin bon, c'est impensable. Au moment des vendanges, c'est tout. On va faire moins et puis voilà. Et on a tout modernisé. Donc, je trouve ça triste. Ceci dit, maintenant, on a modernisé, on a maintenant des pressoirs pneumatiques et tout. C'est une console qui dirige. Mais ça, c'est le monde. Mais là, c'était quand même, je ne me rappelle plus les 35 heures en quelle année, mais c'était dommage. Avant ces innovations technologiques, donc oui. Il y avait de la contrainte. Voilà. Mais il y avait quand même une ambiance qui tournait autour de tout ça, avec des gens qui étaient très heureux, qui venaient aux vendanges parce que ça leur faisait le petit plus pendant les vendanges. Après, tout ça, ça a été interdit. Non, mais c'est quand même... La vendange, le vin et tout, c'est festif. Et si c'est ce côté-là qu'il faut garder, qu'il faut laisser. Et enfin, maintenant, tout est modernisé, tout est... vous venez dans nos caves, j'espère que vous viendrez visiter. Il y a des consoles partout, tout est automatisé. Enfin bon, c'est bien aussi. Hein.
Et justement, à quel point cette innovation technologique, elle change le métier, elle change la façon aussi d'entreprendre, parce que finalement, il y a moins besoin d'humains, mais il y a des avantages, certes, mais est-ce qu'il y a des inconvénients? Comment on gère tout ça? C'est-à-dire que pour le vin, si on prend le vin et si on prend par rapport à une cuverie, il est évident que c'est plus simple. C'est plus simple, il y a moins de bêtises, entre guillemets, puisque tout est contrôlé. Par contre, nous avons fait, dans cette cuverie, des cuveries à double niveau, des cuveries justement pour pouvoir tout séparer, que tout soit bien distinct. On ne fait pas. On ne va pas mélanger un vin comme pour cette bouteille. Évidemment, c'est Grand Cru, mais ça, c'est que du Mikoto qu'on vendange. On ne va pas les mélanger des raisins qui sont au bord des bois ou plus bas. On va prendre que ce Mikoto. Et ce Mikoto, on va le mettre à part. Donc, tout a été fait en ce sens d'optimisation, mais de tout, et de pouvoir faire des vins de terroir aussi, et de pouvoir faire des vins différents, et de raconter une histoire de chaque bouteille. Ne pas faire un brut, je fais 1 million de bouteilles de brut, et puis basta. Non, c'est pas ça. Nous, on fait de la recherche dans chaque bouteille. D'accord. C'est plus intéressant aussi à travailler. Puis ça crée de la subtilité, des nuances, des différences. Tout à fait. Mais c'est là où il faut de la rigueur. Pour la maîtriser. Pour la maîtriser et tout. Ouais. On parlait d'éducation il y a quelques instants. J'en reviens quand même à un élément qu'on n'a pas forcément creusé, mais je pense à toutes ces femmes entrepreneurs qui nous écoutent encore une fois. Ma maman était femme entrepreneur, elle m'a élevé toute seule également. Comment tu as fait pour concilier ce côté entreprise, ces 3 enfants? Alors, il y avait effectivement vendredi, samedi, dimanche, et le reste à l'internat, d'accord, mais ça reste quand même... Ah ben les vacances, c'était avec eux. C'est 2 jobs à temps plein. C'est 2 jobs à temps plein, oui, complètement. C'est 2 jobs à temps plein. Ah, ça c'est sûr. Et je rigole même parce que le lundi matin, donc j'étais à l'Union des maisons de champagne, où j'étais la seule femme aussi à l'époque, et maintenant que Julien y est, donc c'est... Il n'y a toujours pas de femme. C'est dommage. Enfin bon, c'est tout. C'était la petite parenthèse. Mais je leur ai dit, vous mettez des réunions à 8h du matin. Moi, je dois d'abord passer par le Sacré-Cœur, déposer mes enfants au Sacré-Cœur et tout. Je viendrai à la réunion qu'après. Donc, on va reculer la réunion. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là? Tollé général dans la gente masculine qui a trouvé que... écoute, débrouille-toi. Je dis non, c'est vous qui allez vous débrouiller. Moi, j'ai 2 métiers, les enfants et ça. Donc, et on a reculé les réunions. Les réunions se font, à 9h du matin. Elles se font toujours d'ailleurs à 9h du matin. C'est rigolo, mais c'est le petit truc qui fait qu'à un moment donné, si on ne leur dit pas, quand j'étais présidente de l'association viticole champenoise, c'est pareil. Ils mettaient ça un samedi. Je dis, il n'est pas question qu'on fasse, maintenant je suis présidente, qu'on fasse, c'était le banquet, c'était rien du tout. Ah, mais c'est un banquet, on ne travaille pas dans un banquet. Je dis, pour moi, c'est du travail, ça ne m'amuse pas. Les banquets, il y avait quand même 1500 personnes. Très bien. Tu proposes quoi? Vous le faites un vendredi, et puis c'est marre. Mais moi, le samedi, c'est avec mes enfants, et je ne veux pas que ce soit un samedi. Eh bien, ça n'a plus jamais été un samedi. Voilà. Et même maintenant, comme on a déjà supprimé des vendredis dans beaucoup de boîtes, eh bien, ils l'ont mis le jeudi maintenant. Donc, mais c'est tous des petits trucs à instaurer et à leur expliquer et à dire non, moi je peux pas. Et en termes d'éducation pure, qu'est-ce que tu as à peut-être transmettre, que tu as pu mettre en place avec tes enfants parce que tu avais la vision du fait qu'à terme, un jour, ils allaient reprendre la maison? Qu'est-ce que j'ai fait? À part leur expliquer tout dans la maison, leur montrer même certains CV qui arrivaient quand je recherchais, ils le lisaient et tout, je dis mais vous en pensez quoi? Voilà. Mais ça, ils étaient déjà, ils avaient 14-15 ans. Donc à partir de 14-15 ans, ils étaient intégrés au processus. Je leur disais tout. Tout. Je leur ai toujours, je n'ai jamais rien caché.
Et ça, je pense que c'est important. Hmm. Mais, encore une fois, c'est à eux. C'était leur maison. Donc, pour moi, dans mon mental, c'est pas à moi. Enfin, c'est à moi, entre parenthèses. Je l'ai dirigé, j'étais très contente. Mais c'est eux. C'est eux qui maintenant doivent, ce qu'ils font très bien. Mais à l'époque, je leur expliquais, je leur ai dit plusieurs fois, attention, c'est à vous. Donc, impliquez-vous. Vous devez... c'est même une obligation. Et ils en ont tout de suite eu conscience? Ah oui, tous. Et ce que je dois dire, parce que souvent, quand on dit « Ah, mais comment vous avez fait pour passer la main ?» je crois que c'est plus facile pour une femme que pour un homme, parce que l'homme, il va s'accrocher quand même beaucoup plus. Et moi, au contraire, je me dis, je vois ça en tant que maman, et je suis très fière du travail qui a été fait, et je suis très heureuse qu'il se débrouille. Donc, je veux plus me mettre en avant comme ça. D'ailleurs, quand j'avais eu enfin, c'est pas vous, mais quand Julie m'a appelé pour Déclic, j'ai dit, mais on peut pas me lâcher 5 minutes. Non, mais voilà, c'était... je ne dis pas que je n'aime pas, au contraire, mais je n'ai pas envie non plus qu'on ne les mette pas eux en avant. C'est à eux maintenant à être en avant, c'est plus à moi. D'ailleurs, là, ils sont les 2 jours d'habitude, ça fait 10 ans, donc c'était mon rêve de petite fille de faire partie des relais châteaux, mais vous imaginez pas. Donc j'ai mis 20 ans pour rentrer dans les relais châteaux. C'est fait. Ça fait 10 ans maintenant, et c'est eux qui sont à Boston, là, au congrès. C'est la première fois que je n'assiste pas à un congrès. C'est toutes des petites choses qui font que, mais à un moment donné, il faut... On lâche progressivement la main. Je pense qu'il faut. Ouais. Et la deuxième chose que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas de couple, il n'y a pas eu de remplaçant, il n'y a jamais eu un homme qui est venu dire moi je prends la place du père, ceci, cela. Je crois que c'est important. C'est leur maison et il n'y a pas à venir se mêler de leur maison. Un point aussi important, c'est qu'ils sont 3. Comment on gère cette complémentarité? Parce que du coup, c'est plus un boss, si j'ose dire. Lorsque tu as repris les rênes, tu étais seul à prendre les décisions. Aujourd'hui, ils échangent entre eux, ils font en sorte... Tout à fait. Ils échangent entre eux, mais à la limite, c'est Julien le boss, mais c'est Julien le plus sérieux, et ils le savent. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, on ne veut pas sa place. D'emblée, c'était non, il faut que ce soit Julien. Charles, côté commercial et tout, il a fait des études donc, commercial et marketing. C'est plus... on ne peut pas dire farfelu parce que c'est pas gentil, mais c'est abstrait et puis c'est plus, c'est un autre métier. C'est pas du tout, c'est pas la rigueur, hormis qu'il en faut aussi, mais c'est pas comme Julien qui doit gérer avec toutes les formalités et tout ce qu'il y a dans l'entreprise. Il y a d'un côté finalement la production. Avec cette rigueur, la formalité, l'entreprise et donc la maîtrise du champagne en tant que tel. Et puis, effectivement, le marketing ou la vente et autres. Finalement, quand on vend un produit de luxe et qu'on le veut sophistiqué et qu'on veut créer une marque, c'est quoi les grandes différences que tu as pu voir au travers de toutes ces années, l'évolution du marché, l'évolution du monde du vin, du champagne, par rapport aux consommateurs? Mais par rapport au consommateur, on lui dit tellement maintenant qu'il ne faut pas boire d'alcool, qu'il faut pas boire de vin, que si, que là, qu'on voit bien que la consommation diminue. C'est encore un truc français, je peux le dire, parce que c'est très triste. C'est très triste de se dire ne buvez pas, l'alcool est dangereux, le vin n'a jamais tué quelqu'un. Et donc ça, c'est déjà un gros problème, parce que la consommation, même la consommation du champagne, hormis
les problèmes politiques en ce moment, et hormis le pouvoir d'achat qui fait que, vous prenez une bouteille de champagne comparée à une bouteille de Bourgogne, la bouteille de champagne est moins chère. Proportionnellement, et le Bourgogne est beaucoup plus cher. Mais bon, c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Mais on diminue. La boisson, buvez des vins sans alcool. Moi, je trouve ça... alors, on ne l'appelle pas vin. C'est déjà... Mais... Donc, c'est pour ça, je pense qu'il est temps que je m'en aille, parce que je ne suis pas du tout pour tout ça. Le monde a trop évolué par rapport à ce que c'était? Ah oui, ça a fort changé. Mais malgré tout, ça reste... on a réussi une belle chose en Champagne, c'est du temps de ma grand-mère, on buvait une coupe de champagne au dessert. Il n'y avait rien de pire, mais c'était tellement sucré puisqu'il n'était pas mûr, donc il fallait rajouter du sucre, donc on le prenait automatiquement avec un dessert. Et puis petit à petit, maintenant, les champagnes sont pratiquement plus dosés, donc on les prend à l'apéritif, tout un repas, on commence une bouteille, on la finit. Donc ça, c'est une belle évolution et un beau changement. Mais malgré tout, on vend encore énormément. Beaucoup des ventes se font novembre, décembre, parce que c'est festif, parce que c'est Noël, ou alors pour les mariages et les fêtes. Mais on n'a pas ce clic de se dire, ce déclic, de se dire, on peut en boire toute l'année comme un vin blanc ou un vin rouge. Et vous vendez essentiellement en B2B ou en B2C? Non, nous vendons surtout dans la restauration. D'accord, donc du B2B finalement, à des entreprises et des... Et des entreprises, des particuliers, et voilà. Et comment vous avez développé ces différents canaux de distribution? Avec le temps, ce sont des partenariats, c'est du bouche à oreille? Il y a du bouche à oreille, il y a des partenariats, il y a une équipe commerciale. Ouais. Je me souviens tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu avais doublé l'effectif commercial. Oui. C'était une des initiatives que tu as mis en place. Oui, mais on a déjà changé depuis, parce qu'ils sont tous partis en retraite. Mais bon, il y a une nouvelle équipe que Charles a embauchée, et ça tourne bien. Et quand on a une maison qui est là depuis des années, des dizaines d'années, est-ce qu'on compte essentiellement sur de la récurrence pour continuer son chiffre? Est-ce qu'on fait de la nouvelle acquisition? Est-ce que finalement, il y a des codes qui sont différents qu'un business traditionnel, ou en fait pas du tout? C'est complètement différent, parce qu'en Champagne, vous ne pouvez pas acquérir comme ça. D'abord, il n'y en a pas à vendre. Vous ne pouvez pas acheter de la terre comme ça non plus, parce qu'il y a plusieurs problèmes. C'est que ça va d'abord aux vignerons. Il y a les problèmes de SAFER en France aussi, où vous ne pouvez pas... ils ont une priorité d'achat. Et donc, on freine de tous des cas de fer pour qu'une maison puisse s'agrandir en achetant du vignoble. C'est impossible. Alors, c'est possible dans un autre domaine, c'est de pouvoir racheter une maison qui a des vignes et qui a une maison. Il faut racheter la maison. Il faut racheter la maison en entier. Ce n'est pas simple non plus. Ce qui est loin d'être simple. Et ensuite, une fois imaginons, on rachète une maison, on peut changer la marque. Ça vous faites ce que vous voulez. Oui, on perd par contre le patrimoine de la marque, l'historique et autres. S'il y en a, mais souvent, c'est pas toujours le cas. Le marché du champagne ou du vin en général, c'est un marché qui aujourd'hui se porte bien ou se porte de moins en moins bien de par les éléments que un peu moins bien. Mais il y a eu quand même l'euphorie, j'en reviens toujours au Covid, d'après Covid, où là, ça avait fort monté, et là, ça redescend avec une vitesse de croisière qui est un peu basse. Mais bon, ça va repartir. Qu'est-ce qui explique ça, mis à part le fait qu'on dit de consommer moins? De consommer moins. Je pense que pour la France, c'est le pouvoir d'achat. Ça, il n'y a pas de. Je pense que beaucoup de personnes attendent, se demandent ce qui va se passer. Donc, ça reste, comme tu as dit, un produit de luxe. Et ce produit de luxe, c'est ce qu'on supprime en premier. On n'a pas besoin de champagne pour vivre. Donc, c'est.
C'est vraiment ce qui est supprimé en premier. Et vous exportez beaucoup? 80%. 80% Oui. en export. On a commencé, on était à 15, donc quand j'ai commencé, on est à 80. Là. Ok. Donc c'était une volonté stratégique aussi d'aller chercher l'export? Oui. Et comment on s'y prend quand on veut exporter un produit local qu'on fait en national? Bien, on cherche des importateurs. Alors ça, c'est aussi un problème. Parce que, bon, il y a une concentration aussi dans les importateurs dans certains pays, qui se concentrent avec déjà une marque de champagne. Donc, bon, on va prendre celle-là et puis on va remercier les autres. Donc, il y a ce côté-là. Après, si on prend du Val-le-Roi, parfois c'est trop gros pour aller chez un petit. Il n'a pas assez d'entrée, donc ça ne peut pas se faire non plus. Et parfois, c'est trop petit pour aller chez un gros. Enfin, voilà. Et d'un autre côté, certains sont des importateurs ne font pas la marque, et de moins en moins. C'est-à-dire que c'est vous qui devez tout faire. Donc, il faut envoyer vos équipes, il faut envoyer, en l'occurrence, un Louis, un Charles et tout, pour aller animer dans chaque pays, ce qu'on fait tous, et faire des dîners champagne, animer et montrer qu'on est là. Enfin, soutenir l'importateur. Ce n'est pas l'importateur qui investit tout. Dans certains pays, l'importateur, c'est des porteurs de caisse. Donc c'est parfois un pari sur le... Très content s'ils entendent ça, mais... C'est parfois un pari sur le long terme, finalement. Oui, tout à fait. Donc on va aller essayer de capter un marché, on va envoyer des caisses, des ressources, on va se déplacer, on va éduquer, on va faire tester le produit. Et parfois pour rien. Parfois pour rien. Parce qu'on est remercié, ça peut 3 ou 4 ans après, et puis voilà. Moi, j'ai eu plusieurs fois. Ou alors, moi, je suis arrivée au Japon en 92, toute fière et tout. On allait signer avec un Japonais qui, lui, était un peu distributeur de caisses. Et à un moment donné, donc je parle avec lui, il ne parle pas directement à une femme président. Il ne parle pas à une femme. C'est pratique. Quand vous êtes... je dis oui, mais il n'y a pas d'autre solution, il faudra bien qu'il me parle. Alors, tout ça avec un traducteur. Et puis, donc, je lui dis un peu ma manière de penser, parce que soit on fait des affaires, soit on n'en fait pas. Et puis, il me dit, mais moi, je ne peux pas traduire ça. Ben, je lui dis, si, vous allez lui traduire, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est tout le temps, j'ai un souvenir de ce déjeuner avec lui, c'était très compliqué. Pour finir, ça s'est fait. Il nous invite chez lui avec mes enfants. Donc, nous y allons, parce que pour moi, c'était un marché qui allait se développer, que ça allait être extraordinaire, le Japon. Et donc, nous allons chez lui et tout. Eh bien, sa femme, c'est pareil, je lui ai redit, je voudrais que votre femme vienne à table avec nous. Vous allez quand même pas. Alors, mes enfants étaient là, moi, oui, ça y est, j'étais adoptée, mais sa femme, non. Alors, elle est venue, elle s'est mise au bout de la table, comme ça, et elle n'a pas bougé. Puis je lui ai dit, il faudrait lui donner une coupe de champagne. Et il a dit que je devais arrêter, là, que c'était trop. Et ça, c'était en 92, 93. Parfois, ce gap culturel. Oui, enfin, il n'y a pas que ça. Ouais. Parce que maintenant, vous retournez au Japon. Quand vous faites, il y a beaucoup de dîners, champagne et tout, et toutes les maisons y sont, enfin, les belles maisons y sont. C'est beaucoup de femmes. Ce sont toutes les femmes qui vont à tous ces dîners. Pendant que les messieurs travaillent et tout, comme c'est les femmes qui tiennent la bourse, eh bien, ce sont les femmes qui vont à tous ces dîners. Mais à l'époque, jamais on n'aurait imaginé ça. Jamais. Il y a eu une évolution incroyable. Ouais, ça a beaucoup changé, effectivement. Il y a d'autres anecdotes dans ta carrière comme ça que tu pourrais nous partager ou... Ben, il y avait ça. Il y avait à Hong Kong, j'ai connu l'ancien Hong Kong et le nouveau Hong Kong. Ça, c'était un peu tristounet. Quand il y avait encore les Anglais, c'était pareil. Je n'ai pas pu aller... ah ben non, les femmes ne rentrent pas. C'était un niet catégorique. Ah, les femmes, elles ont quand même... Bon, maintenant, je ne sais pas. Mais c'était quand même très, très difficile. Hein. Et puis, on ne vous prend pas au sérieux. Pourtant... Et qu'est-ce qui fait qu'à aucun moment ça t'a découragé? À aucun moment tu t'es dit, je vais peut-être pas y aller alors et... Ah non, ça au contraire, ça m'excitait. Ah oui, tout à fait. J'étais à me dire, ah non, ça, il ne m'aura pas. C'est moi qui vais
C'est moi qui gagne, là. Et d'où te vient cette force, cette puissance intérieure de te dire non, je vais rien lâcher, je vais le faire? Je sais pas. Tu l'as toujours eu? J'ai toujours eu. Donc, j'ai toujours eu, mais je suis persuadée que Jean-Charles est derrière et a poussé pour. Ça, j'en suis certaine. Maintenant, comment l'expliquer? Non, j'ai jamais eu des signes, mais je suis sûre. J'ai eu cette telle force qui m'a donnée en partant que... Mais le caractère, j'ai toujours eu du caractère. Donc, Ça t'a permis d'avancer, ça t'a d'avancer, oui. Quand tu regardes tout ce que tu as traversé, de quoi es-tu la plus fière? Mes enfants. J'ai toujours rêvé, quand j'étais, d'avoir des garçons. Bon, à un moment donné, je voulais quand même une fille, puis j'ai eu que des garçons. Mais si, mes enfants, et de voir ce qu'ils ont fait maintenant, je suis très fière. Et de voir qu'ils continuent, et que plus fière que tout ce qu'on a fait dans la maison. Ça, c'est une évidence. C'est vraiment ma réussite. Et puis maintenant, les petits-enfants. Eux aussi sont dans la maison? Ah non, ils sont trop petits. Ils ont quel âge? Ils ont de 12 ans à 8 ans. Ok. Bon, dans 2 ans, on peut commencer Voilà. à en intégrer Ah, mais un dans ils les dégustent déjà, ils viennent en dégustation avec nous, ils écrivent, ça c'est bon, ça c'est trop ci, ça c'est trop là, ça j'aime pas. Oui, oui. Mais c'est magique. Je dis, c'est vraiment, c'est merveilleux. Aux vendanges, ils sont là. J'ai jamais été autant aux vignes que depuis que les petits-enfants sont à la maison pendant les vendanges, parce qu'en plus, là, il y avait une semaine de vacances, puisqu'elles ont commencé assez tôt, les vendanges, au mois d'août. Et donc, voilà, on était... ah non, non, on y retourne cet après-midi. Je dis, non, vous avez déjà fait, c'est bon. Non, non, on y retourne. Je sais pas, vrai. Eh bien oui. Merci Carole pour tout ce que tu as partagé. J'ai une dernière question à te poser, mais avant ça, si vous avez apprécié cet épisode autant que je n'ai eu de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir, comme à chaque fois, en commentaire. Également, partagez cette vidéo, et si vous nous écoutiez au format audio, eh bien, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Carole, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie, que tu n'as pas forcément partagé dans cet épisode? Ça peut être une simple phrase, ça peut être quelque chose de positif, moins positif, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. C'est banal, le déclic, c'est le champagne. Parce que pour moi, bon, il y a eu le déclic de tout ce qui s'est passé dans ma vie, mais le déclic, c'est vraiment le champagne. C'est vraiment un mot magique. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que ces petites bulles, tout ce qu'elles peuvent faire de merveilleux, elles excitent vos papilles, elles vous donnent de l'appétit, elles vous donnent de la joie. Enfin voilà, je dirais le champagne. Merci Carole. Merci.